Bonjour, notre intervention intitulée La laïcité chez Paul Ricoeur entre religieux et politique. Introduction Paul Ricoeur 1913-2005 est l'un des penseurs les plus marquants du XXe siècle, autour d'une œuvre abondante qui sut faire dialoguer la philosophie avec les sciences humaines, tout en étant elle-même en débat avec presque tous les grands philosophies d'hier et d'aujourd'hui. Si sa philosophie excède très largement le champ de religieux, c'est à lui que ce travail est consacré. Rendre compte du traitement philosophique de la religion chez Paul Ricoeur, c'est répondre à certaines confusions que lui ont valu la complexité et la pluralité de son œuvre. Des philosophes, nous n'avons souvent retenu que son attachement à la distinction entre son identité philosophique et son identité confessante. Paul Ricoeur a toujours séparé l'argumentation philosophique et les convictions religieuses. Remontant aux origines de sa philosophie et analysant la place de la religion dans ses grands ouvrages, il décerne en réalité une laïcisation progressive, parfois ambiguë, de ses convictions religieuses, aboutissant à une philosophie sans absolu. Maintenant, Ricoeur combattant de la laïcité, premier point. De 1939 à 2004, Ricoeur a souvent pris position sur la laïcité. Ces textes analysent trois aspects. D'abord, sa démarche, une approche de philosophie politique. Ensuite, son rôle comme président de la Fédération protestante de l'enseignement. Enfin, son positionnement face au débat laïcité et religion, laïcité et islam, mais notamment la question de foulard à l'école. Elle a lancé un regard protestant sur la laïcité. Il structure son exposé en trois points. Une approche de philosophie politique de la laïcité, un point de vue protestant, c'est-à-dire laïque et chrétien, de la fin du dualisme scolaire. Quelle laïcité face à la religion? Une approche de philosophie politique. Premièrement, l'approche de la laïcité s'opère chez Ricoeur dans le cadre d'une philosophie politique. En 1939, le jeune professeur de philosophie veut se situer dans la continuité du programme républicain socialiste. Il définit ainsi la laïcité, la neutralité nécessaire de l'État en matière philosophique et religieuse, garantie de la liberté de conscience. En 1957, en pleine querelle scolaire, Ricoeur rattache la cause de l'école laïque à celle de l'État moderne, issue de la diversité de croyances et de la rupture de l'unité de la loi et de la foi. En 2004, dans une conférence qui marque sa dernière intervention sur le sujet, il considère la laïcité comme un concept politique impliquant la séparation de la société civile et de la société politique. La définition de 1939 n'a rien de très original, mais de ce moment-là, Ricoeur note une difficulté liée à la distinction entre le public et le privé opérée par l'État laïque. Certes, cette distinction est nécessaire car d'une part, elle différencie cet État de la tyrannie spirituelle exercée par le régime politique hitlérien et stalinien. D'autre part, elle constitue le modus vivendi qui permet les rapports sociaux dans un monde tiraillé entre de multiples croyances et incroyances, et elle s'oppose à l'impérialisme qui est la tentation de toute mystique athée, raciste ou religieuse. En même temps, Ricoeur estime que cette distinction est fragile, car toute croyance forte et sincère vient colorer et inspirer la vie tout entière. On a cru que la science allait permettre de résoudre le problème. Cela ne peut être car la science explique le monde, elle nous permet de connaître sa structure, ses lois, son histoire, mais le sens de la vie est autre chose que son explication. Il se produit donc une délimitation entre le scientifique et le religieux qui n'est pas achevée quant aux sciences de l'homme, mais le XXe siècle va permettre de préciser.
Ricoeur distingue alors deux laïcités en prenant l'exemple de la morale laïque. La laïcité libérale officielle depuis Jules Ferry donne un enseignement moral concret qui ne veut pas être une philosophie complète et s'abstient sur le problème qui divisait les hommes. Et la laïcité dogmatique de certains militants laïcs qui se manifeste par la volonté de donner à l'enfant un système moral complet. Après la Seconde Guerre mondiale, la question laïque se focalise sur la liberté de l'enseignement, l'octroi de subventions publiques à l'école privée. Ce problème comporte une dimension anthropologique, induit la mise en œuvre d'une pédagogie, dimension que Ricoeur synthétise par l'interrogation comment respecter l'enfant. Mais cette dimension est seconde chez lui. Le problème lui semble d'abord politique. Quelle instance procède le droit d'éduquer, de former les humains en devenir que sont les enfants? Cette question reçoit traditionnellement deux réponses. La France catholique soutient que l'éducation est le droit naturel de père de famille qui délègue en partie ce droit à des spécialistes. La France laïque affirme le pouvoir de l'État en la matière. Il est le grand éducateur, voire l'émancipateur. Ricoeur se situe dialectiquement dans le champ laïque et dans le dépassement des représentations de deux France. Il se situe sans ambiguïté dans le champ laïque et recuse le préjugé d'un prétendu droit naturel de la famille. L'école constitue un aspect d'un milieu culturel qui enveloppe la famille. De plus, dans la conception catholique qui profile à travers la mise en avant de pater familias, ce que Ricoeur nomme les prétentions d'une synthèse cléricale, celle-ci fait dépendre la culture d'une conception historique de l'unité du vrai qu'elle veut contrôler autoritairement par un corps de prêtres. Le philosophe estime donc légitime l'aspect anticlérical de la lutte contre telle prétention. Il se veut d'autant plus un combattant de la laïcité que pour lui, le grand totalitarisme du XXe siècle, hitlérisme et stalinisme, exerçait une dictature philosophique et culturelle comparable à celle du cléricalisme. En conséquence, l'État politiquement libéral et laïque est le meilleur garant de la liberté civile et religieuse. Cependant, en lien de ce refus de totalitarisme, Ricoeur prend ses distances avec l'idée de l'État éducateur possédant tout le droit sur l'enfant et sa perspective dépasse l'antagonisme de deux France. En effet, ce n'est pas l'État mais la cité qui est le porteur véritable de la culture. Tout comme celle de Ferry et de Brion, la laïcité de Ricoeur n'est pas jacobine. L'esprit français, selon lui, a du mal à appurer la distinction entre l'État et la nation. L'histoire française explique cette difficulté. L'État a, de siècles durant, combattu la féodalité et aussi cette féodalité religieuse qui est le cléricalisme. L'école, pour lui, doit être doublement laïque. L'école est d'abord laïque au sens où l'État, elle est neutre par reflet de la laïcité de l'État. Cet aspect juridique est fondamental car il représente le contrat implicite ou tacite de l'école publique avec tous ses usagers et tous ses fonctionnaires. Mais pour être vivante, l'école doit pouvoir aussi exprimer la tradition culturelle vivante de la nation. Elle ne doit pas seulement transmettre un savoir acquis, mais également être l'écho du savoir qui s'est fait. De même, elle n'est pas seulement le conservatoire de la morale acquise, mais aussi le banc d'essai de la moralité en marche. Pour Ricoeur, c'est à ce niveau que se trouve le sens le plus profond du terme laïcité. Il s'agit de la confrontation de diverses spiritualités qui coopéraient au mouvement de la culture. Laïcité de
foisonnement et d'affrontement que constitue le combat pour la vérité résultante de ces forces au travail. La distinction État et nation va se transformer en 1995 en distinction entre État et société civile. Cela a permis de résoudre les difficultés que Ricoeur voyait dans la distinction entre public et privé et d'élargir sa notion de la laïcité de confrontation, reprenant alors de façon plus formalisée sa réflexion des années 1950. Ricoeur insiste sur l'existence de deux usages différents du terme laïcité. Le premier concerne la laïcité de l'État, celui-ci se situe dans un agnosticisme institutionnel, ce qui n'implique ni de l'ignorance à l'égard des religions, ni une absence de gestion nationale du culte, puisqu'il garantit leur libre exercice. C'est une laïcité d'abstention, de neutralité. César a seulement à être juste. Le deuxième usage connote une laïcité dynamique, active, polémique dans la société civile. Elle dépend de la qualité de la discussion publique, dont le critère est l'éthique communicationnelle de Habermas. La société civile a l'obligation de composer avec la pluralité des options propres aux sociétés modernes. Ricoeur reprend à son compte des catégories de John Rawls. Une société pluraliste repose non seulement sur le consensus par recoupement, mais aussi sur un désaccord raisonnable, c'est-à-dire commente-t-il l'acceptation des faits qu'il existe de différents non solubles, où il doit y avoir reconnaissance de la dignité et du respect du point de vue opposé, de la plausibilité des arguments invoqués de part et de l'autre. Il s'agit là d'une laïcité de confrontation. L'école représente une laïcité tierce et équidistance à l'égard de ces deux laïcités. Elle doit comporter un élément de laïcité d'abstention en tant que service public délivré par l'État. Cependant, la société civile l'investit de la fonction éducative. L'école doit alors intégrer deux aspects. D'abord, un élément d'information sur les patrimoine culturel, lequel comporte, outre l'héritage grec, les sources juives et chrétiennes, et musulmanes aussi. Ensuite, une éducation à la discussion où les élèves entendraient des argumentations contraires conduites par des gens compétents. L'école se trouve dans une situation stratégique car la laïcité d'abstention et la laïcité de confrontation ne sont pas pour Ricoeur deux laïcités juxtaposées. Il existe une circularité entre elles. Le philosophe affirme même que la première ne vit que grâce à la seconde, car c'est à partir de la laïcité de confrontation que peut se produire une certaine convergence de convictions où l'État pourra être globalement neutre alors qu'il ne pratique jamais complètement la laïcité d'abstention. Un point de vue protestant, c'est-à-dire laïque et chrétien, deuxième point, de la fin du dualisme scolaire. Si la conception de la laïcité scolaire qu'effectue pour Ricoeur dépend d'une théorie des rapports État-nation-société civile et non de représentations théologiques, elle n'en est pas moins liée à un engagement protestant où les philosophes se veulent indissolublement laïcs et chrétiens. En 1948, à l'âge de 35 ans, Ricoeur devient le premier président des fédérations protestantes de l'enseignement, association qui s'est créée à ce moment-là. Il garde cette responsabilité jusqu'à 1960, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption de la loi d'Hébreu, qui marque l'échec des propositions de paix scolaire effectuées notamment dans le cadre de cette fédération. Ricoeur se fait donc le représentant d'une réflexion collective. Fond commun, affirme-t-il, issu d'une discussion amicale dans le mouvement. Il s'agit d'une optique qui peut rassembler les enseignements protestants dans leur diversité. Nous protestants, déclare-t-il, communauté minoritaire de la nation, nous ne subissons pas la laïcité comme un mauvais destin, mais nous
l'adoptons comme une condition expresse de notre liberté de pensée et de religion. Dans le protestantisme, ajoute-t-il, la défense de la laïcité se conjugue avec la vigilance républicaine. Ricoeur rappelle le rôle historique des protestants français qui ont tant contribué à fonder l'école laïque. Il cède même quelque peu à la légende dorée protestante en affirmant qu'au moment de la laïcisation de l'école publique, le protestant aurait sacrifié à l'État l'ensemble des écoles confessionnelles qu'il dirigeait. La réalité historique est plus complexe, mais peu importe. Les propos de Ricoeur sont contemporains de l'instance sur le protestantisme, religion laïque de l'historien Émile Léonard. Mais si le protestantisme se veut laïque, il est fondamentalement une forme de christianisme. Et donc, l'option protestante pour l'école publique signifie le choix d'un certain type de présence chrétienne au monde profane. Un des thèmes principaux de Ricoeur est qu'il faut devenir un chrétien de plein vivant. Il déclare alors clairement promouvoir la laïcité, c'est d'abord pour le chrétien, travailler au bien commun de la cité telle qu'elle est. C'est ensuite accéder à un christianisme plus authentique, plus risqué, plus mêlé aux hommes et aux valeurs des hommes de ce temps. Ce christianisme ne peut être que contestable face aux aspects proprement romains du catholicisme qui se sont aggravés, selon lui, depuis la crise du XVIe siècle. En matière de laïcité, être protestant aujourd'hui, affirme-t-il avec force, c'est répéter l'acte de rupture de la réforme. Et le président de la Fédération protestante de l'enseignement décline 4 ruptures. Premièrement, il s'agit d'une rupture face au problème d'autorité posé par le magistrat romain, intégrisme du gouvernement qui se relie logiquement à un intégrisme doctrinal. Deuxième point, il doit y avoir ensuite une rupture face à ce second intégrisme. La doctrine protestante du salut par la foi seule donne la liberté en matière de sciences, d'art, de politique, de philosophie. Troisième point, la troisième rupture concerne la façon dont le magistère définit en matière de mœurs les conditions de l'ordre social. Elle s'avère une source de friction toujours latente avec l'État laïque. Enfin, quatrième point, la dernière rupture s'opère avec la prétention cléricale à unifier et englober la vérité, étant interventionnisme culturel qui conduit le scientifique catholique à de prudence et à de silence. Cependant, Ricoeur souhaite voir les protestants être des compagnons de route pour toute entreprise catholique correctement ajustée à la réalité du monde moderne. Soucieuse de ses origines publiques et consciente de la glorieuse liberté des enfants de Dieu, il participe lui-même à l'aventure collective des revues Esprit et incite son mouvement à étudier l'enquête effectuée par cette revue sur la question scolaire ainsi que les propositions qui ont résulté. Tout en rappelant qu'il a enseigné dans les deux types d'enseignement, il a été professeur au collège de Chambon, un des rares établissements protestants. Le Ricoeur de ces années-là est hostile à la liberté de l'enseignement pour 3 raisons. D'abord, elle est la transposition de la liberté concurrentielle d'un marché économique et militant socialiste chrétien dans la lignée d'André Philippe. Ricoeur est relativement imprégné par le marxisme. Ensuite, dans la conjoncture où les écoles privées ne peuvent plus faire face à leurs charges, cette liberté implique l'octroi de subventions, ce qui lui semble impensable dans la conjoncture française. Enfin, elle constitue un enfermement dans un ghetto confessionnel par la constitution d'un îlot
chrétien face à la société scolarisée. Ici, la scolarisation est marquée dans violence, effet de la conception de la divinité dans la religion chrétienne. Elle charrie avec elle le désir de devenir Dieu. Elle est de loin préférable pour l'acte de foi à la chrétiennité médiévale. Par ailleurs, Ricoeur, à titre personnel, est hostile à la perpétuation indéfinie du statut spécial de l'Esque-Moselle. Rappelons qu'il enseigne alors à Strasbourg. Celui-ci donne aux religions un statut officiel et fait de la religion une affaire d'État. À l'Alaska, on a une religion comme on a un sexe, ce qui n'est favorable ni à la liberté ni à la vérité. Le régime local cumule les deux vices qui ailleurs sont dissociés et même opposés. Le vice étatique et le vice clérical. L'État, là, renonce localement à sa laïcité pour se faire plus pluriconfessionnel et s'associer aux fonctionnaires de culte. Cependant, la population locale est opposée à une absorption dans le régime général actuel. L'Alaska-Moselle constitue donc une raison supplémentaire de sortir de l'impasse. La solution qui permettrait est une intégration de l'école privée dans l'enseignement public et la fin du statut spécifique alsacien mosellan serait de nationaliser son étatisé. Dans une optique proche d'esprit, Ricoeur prône un quatrième pouvoir, le pouvoir de la nation enseignante. L'université, au sens de tous les degrés d'enseignement, aurait un statut autonome par rapport à l'État et serait gérée de façon tripartite, parents, maîtres et représentants de l'État. L'État garderait une part importante de la responsabilité scolaire, mais il partagerait la gestion de l'institution scolaire avec le consommateur, les familles dont le point de vue doit être légitimement représenté, et avec le producteur, les enseignants dont la diversité spirituelle, la profondeur de conviction, la capacité de compréhension mutuelle et le véritable gage de la neutralité scolaire. C'est cette école nationale qui, selon Ricoeur, professerait une laïcité ouverte. Étant rassembleuse, elle pourrait exiger du crédit, échapper aux luttes politiques mesquines et réaliser la grande réforme de l'enseignement qui la sauverait de l'asphyxie. L'expression laïcité ouverte indique donc clairement une solution qui, grâce à l'ouverture, permettrait de mettre fin au dualisme scolaire et au statut spécial de l'Alsace-Moselle. Par une victoire accommodante de l'école publique laïque. Il n'est pas possible, bien sûr, de savoir si une telle solution pouvait prévaloir, ce qui est sûr, c'est que sa non-prise en considération s'est traduite par la perpétuation de régimes spécifiques alsaciens-mosellans et par les échecs retentissants pour le camp laïque de la loi Debré et de route de 1984. Le Ricoeur de 1995 prend son parti de la nouvelle situation. 30 ans après Vatican II, s'il conserve des réserves à l'égard du régime du gouvernement de l'Église catholique, il admet que ces autorités ont renoncé à leurs prétentions monopolisatrices de la vérité. Surtout, il ne met plus en cause la liberté de l'enseignement. Au contraire, il s'en sert comme un argument dans un débat implicite avec les philosophes républicains. C'est affirmer que l'école doit être soustraite à la société civile, tout en se montrant favorable à l'existence d'une école privée. Pour Ricoeur, deuxième manière, il est fait
Même qu'un État laïque reconnaisse dans sa constitution la liberté de l'enseignement montre bien que celui-ci n'est pas entièrement défini par la fonction publique et que la société civile est à sa part. Voilà en près d'un demi-siècle une nette évolution qui coexiste avec la continuité du refus d'une laïcité dogmatique. Cependant, le philosophe n'emploie plus l'expression de la laïcité ouverte, peut-être parce qu'elle a été utilisée socialement de mille manières. Quelle laïcité face à la religion, surtout à l'islam? Le texte de 1995 témoigne également d'un double élargissement de la réflexion de Ricoeur en lien avec les études sur la laïcité qui sont publiées à ce moment-là. D'une part, il faut penser la laïcité à un niveau international. D'autre part, la laïcité est en fait une laïcisation. Il faut l'envisager dans son processus socio-historique. Dans le cadre de cet exposé, je ne retiendrai que ce second aspect qui permet aux philosophes d'introduire la question du rapport laïcité-islam dans une perspective historique. J'ai privilégié, je cite Ricoeur, ici la conférence de 2004 sur le propos tenu en 1995 sur la libre opinion du journal Le Monde qu'il a signé avec Monique Cantor-Sperber en décembre 2003. Dans cette conférence de 2004, Ricoeur indique qu'il ne faut pas aborder trop tôt cette question car l'évolution au cours de la laïcité française montre qu'elle porte toujours la marque de son histoire conflictuelle. Certes, en 1905, un compromis a été trouvé dont les églises ont été bénéficiaires. La parole religieuse a été libérée et le camp laïque a admis que la religion peut se déployer dans l'espace public, être un partenaire de la discussion publique sur fond de sécularisation. Grâce à un tel compromis, la laïcité pouvait devenir le lieu de réalisation des valeurs de la trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité. Cette dernière valeur étant le point faible, car la laïcité restait marquée par pragmatique de la conflictualité. Il s'agit essentiellement de la question de l'État. L'histoire du conflit sur la laïcité est étroitement liée à une histoire de la souveraineté. Il n'existe pas en France de dialectique originaire entre unité et pluralité à la racine de la souveraineté. Autrement dit, déclare Ricoeur, la France a choisi Rousseau plutôt que Montesquieu. Et le compromis de 1905 avec les trois religions alors existantes en France s'effectuait sur la base de l'adhésion citoyenne supérieure aux appartenances, aux identités différentielles. Selon Ricoeur, ce dernier temps, le développement dans plusieurs pays de multiculturalisme qui ne concerne pas seulement l'islam a induit en France l'anticommunautarisme et provoqué un réveil militant qui tend à faire de camp laïque une quatrième religion. En plus de trois présentes dans le compromis de 1905. Le militance réveillée se traduit par une équivoque dans l'usage du terme laïcité. Deux sens sont confondus, ce que rend d'ailleurs le terme intraduisable dans d'autres langues. L'adhésion à un vivre ensemble dans le cadre État-nation-citoyenneté. Le parti militant de laïque. Cette confusion tend à faire disparaître la laïcité de confrontation propre à l'espace public au profit d'une extension de la seule laïcité d'abstention. C'est à partir de ce cadre théorique que Ricoeur envisage la loi qui va introduire le signe religieux ostensible à l'école publique. Au niveau de la liste de l'État, on demande à l'islam de ratifier le code de 1905, dont il n'a pas été un des protagonistes. La priorité de l'adhésion citoyenne sur les identités d'appartenance, faut-il agir de même pour l'école?
Reprenons sa perspective de l'école comme lien entre la société politique et la société civile. Le philosophe estime que l'État doit exiger des enseignants une laïcité d'abstention qui exige une subordination de l'identité, mais il doit aussi admettre que les élèves apportent dans l'institution scolaire leurs identités d'appartenance, faire prévaloir une dominante laïque sur un pacte laïque dont l'enjeu et l'intégration à la citoyenneté sont portés atteindre aux identités conduit à une carence de la laïcité de confrontation. Il ne faut pas mettre parmi les conditions d'entrée ce qui est le but, l'émancipation de son appartenance et de son origine. C'est à l'école d'arriver à traiter comme expression ce qui se donne comme provocation. Il n'y a pas de véritable dissensus au niveau des principes, mais une critique. Le but, l'éducation à l'identité citoyenne par l'école n'est pas servie par le moyen utilisé, car le repli sur le principe évacue le critère conscientialiste. Deux brèves remarques pour conclure. Une laïcité philosophique de combat est présente dans l'œuvre de Paul Ricoeur. Elle permet d'affranchir une cliché de la laïcité dure et de la laïcité molle. Cette laïcité ne saurait entrer dans la catégorisation simpliciste. Elle n'est pas dure, en ceci qu'elle a, tel Aristide Briand en 1905 pour le rapport État-Église, le souci de terminer le conflit scolaire par une laïcité qui fasse droit à certaines préoccupations de l'autre France et que sur la question des signes religieux, la loi de 2004 n'est pas approuvée. Mais elle n'est pas molle non plus. Sur la question scolaire, elle propose une solution beaucoup plus favorable au camp laïque que celle qui a finalement prévalu en 1984 et après, avec la pérennisation de la loi Debré par la gauche au pouvoir et assigne à l'école une mission d'éducation à la citoyenneté. Il s'agit d'une représentation de la laïcité qui possède une forte cohérence interne. La meilleure preuve est qu'elle permet de penser à la fois le problème du dualisme scolaire, celui des signes religieux à l'école. Bien sûr, on peut débattre de la théorie de la laïcité élaborée par Ricoeur et ses options, mais quelques opinions que l'on ait sur sa théorisation et ses prises de position. Il me semble qu'elle présentait un double intérêt. D'une part, le débat actuel sur la laïcité manquait d'assises intellectuelles et font preuve de confusion. Ainsi, la sphère publique liée à l'État et l'espace public de la société civile sont souvent confondus. Ricoeur le distingue avec une grande cohérence et en exprimant l'idée d'une laïcité scolaire tierce. Il laisse ouvert le débat sur l'école. Ensuite, il a su être un combattant de la laïcité, critique à l'égard des ornières qu'il percevait dans la laïcité dominante de son temps, est inventif dans les solutions à apporter. En matière de laïcité aussi, il a su allier la conviction et la critique. De ce double engagement laïque, nous avons peut-être plus que jamais besoin. Mais que veut dire laïcité ouverte selon Paul Ricoeur? Contrairement à d'autres types de laïcité, l'expression de laïcité ouverte est socialement utilisée et récusée. Ainsi, pour Henri Pine-Ruiz, parle de laïcité ouverte constitue une insulte à la laïcité, car ce serait supposer qu'elle peut être fermée. On peut réciter nombre d'affirmations équivalentes. L'outrance de propos, c'est sa répétition stéréotypée montre que l'expression laïcité ouverte est considérée par ses adversaires comme une sorte de
blasphème. On ne saurait concevoir la laïcité que d'une manière. Or, il a toujours existé des représentations divergentes de la laïcité, comme de la République et de la démocratie des droits de l'homme, etc. Des négations et revendications de laïcité ouverte font système. En effet, l'expression laïcité ouverte a toujours été, dans ses différents sens, une expression réactive, contestant la laïcité dominante d'un temps perçu comme laïcarde. Mais que veut dire laïcité de l'État, et laïcité dans la société? Pour Ricoeur distingue deux usages de la laïcité selon lesquels s'applique à l'État ou à la société. La première condition, la seconde, mais en l'absence de la seconde, la première perd sa raison d'être, permettre à chacun de prendre part à une vie sociale portée par le dialogue libre et vivant. Cette distinction entre deux manifestations de la laïcité permet de mieux situer la laïcité scolaire dans une position intermédiaire entre l'État et la société. Il y a dans la discussion publique une méconnaissance de différence entre deux usages du terme laïcité. Sous le même mot sont désignées en effet deux pratiques fort différentes. Laïcité de l'État, d'une part, celle de la société civile, d'autre part. La première se définit par l'abstention, c'est l'un des articles de la Constitution française. L'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Il s'agit là du négatif de la liberté religieuse dont le prix est que l'État, lui, n'a pas de religion. Cela va même plus loin. Cela veut dire que l'État ne pense pas qu'il n'est ni religieux ni athée. On est en présence d'un agnosticisme institutionnel. Cette laïcité d'abstention implique en toute rigueur qu'il y a une gestion nationale du culte, comme il y a un ministre de poste et de télécommunications. L'État a notamment une obligation de maintenance à l'égard des édifices religieux qui sont depuis la séparation de l'Église et de l'État la propriété de ces derniers. Ce devoir qu'exerce l'État fait que la séparation de deux instances ne se fait pas dans l'ignorance réciproque, mais par une délimitation rigoureuse de leurs rôles respectifs. Une communauté religieuse doit prendre la forme d'une association culturelle dont le statut est public, qui obéit à une certaine loi quant à la sécurité, quant à l'ordre, quant au respect des autres, etc. De l'autre côté, il existe une laïcité dynamique, active, polémique, dont l'esprit est lié à celui de la discussion publique. Dans une société pluraliste comme la nôtre, les opinions, les convictions, les professions de foi s'exprimer et se publier librement. Et si la laïcité me paraît être définie par la qualité de la discussion publique, c'est-à-dire par la reconnaissance mutuelle du droit de s'exprimer, mais plus encore par l'acceptabilité des arguments de l'autre. Je rattacherai volontiers cela à une notion développée récemment par John Rawls, celle des désaccords raisonnables. Je pense qu'une société pluraliste repose non seulement sur le consensus par recoupement, qui est nécessaire à la cohésion sociale, mais sur l'acception du fait qu'il y a deux différents non solubles. Il y a un art de traiter ceci par la reconnaissance du caractère raisonnable des parties en présence de la dignité et du respect des points de vue opposés, de plausibilité des arguments invoqués de part et d'autre. Dans cette perspective, les maximes de ce que j'ai à demander à autrui, ce n'est pas d'adhérer à ce que je crois vrai, mais de donner ses meilleurs arguments. C'est là que s'applique pleinement l'éthique communicationnelle de Habermas. Si je n'ai pas encore parlé de l'école, c'est parce qu'on arrive toujours trop vite à cette question sans avoir au préalable pris la précaution de distinguer les deux formes de laïcité, la négative d'abstention qui est celle de l'État, la positive de confrontation qui est celle de la société civile. Or, ce qui rend très difficile le problème de l'école, c'est que celle-ci se trouve dans une position
mitoyenne entre l'État dont-elle une expression en tant que service public. À cet égard, elle doit comporter l'élément d'abstention qui lui est propre. Et la société qui l'investit de l'une de ses fonctions les plus importantes, l'éducation. Quelle relation entre laïcité et tolérance? Le deux sens du terme tolérance est importante de la notion d'intolérable selon Paul Ricoeur. Je cite Paul Ricoeur, le tronc commun de tous les usages du terme tolérance dans le français d'aujourd'hui ne peut être guère à ambiguïté. Nous lisons d'abord le Weber au mot tolérance. Sens 1, premier sens, fait de tolérer quelque chose, de ne pas interdire ou exiger, alors qu'on le pourrait, liberté qui résulte de cette abstention. L'abstention est le trait marqué, mais abstention de qui? Qui pourrait ne pas s'abstenir? Et comment passe-t-on de l'abstention à la liberté qui en résulte? Quelle liberté? Le dictionnaire s'abstient de le préciser, car c'est la question posée par la diversité de domaines d'application. Ne quittons pas le dictionnaire sans noter un deuxième sens du mot tolérance, qui devient curieusement premier sens du mot intolérance. Alors que le premier sens semblait viser des institutions, des autorités qui restaient précisément distingué, le deuxième sens vise le comportement individuel, attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. En passant de l'institution présumée par le premier sens à l'individu visé par le deuxième sens, nous sommes passés de l'abstention à l'admission. De l'abstention d'interdire ou d'exiger de la part de qui le pourrait à l'admission de la différence de la part de chacun. Mais quel chacun, selon Paul Ricoeur? Les citoyens, l'homme privé, le membre d'une église ou d'une communauté de pensée, dans quelles circonstances passe-t-on de l'abstention d'interdire à l'admission de différence? Comme je l'ai dit par anticipation, il est remarquable que dans la définition du terme intolérance, l'attitude individuelle prenne le pas sur la règle publique ou commune. Le premier sens, tendance à ne pas supporter à condamner ce qui est déplacé dans les opinions ou la conduite d'autrui, c'est bien à ce niveau qui est poussé les cris ambigus, intolérables. Ce n'est qu'en seconde place que l'intolérance est définie comme le négatif de la tolérance, au sens premier, c'est-à-dire institutionnel, disposition hostile à la tolérance ecclésiastique ou civile. Voilà de même que les deux instances nommées instance ecclésiastique, instance civile. Eh bien, l'analyse que je propose, je cite Paul Ricoeur, consistera à distinguer le niveau d'application l'application du concept de tolérance et d'intolérance, en prenant chaque fois pour pierre de touche l'authenticité ou l'inauthenticité des cris d'indignation intolérable. Ricoeur distingue trois figures de l'intolérable. La J, la violence dans, premièrement la J, deuxièmement la violence dans la conviction, troisièmement la pulsion toujours renaissante du pouvoir politique à dire la vérité au lieu de se borner à exercer la justice. Pourquoi et comment limiter la force de la conviction personnelle? Une analyse pour le cœur, si en effet la tolérance est un phénomène si tardif dans l'histoire de mentalité, c'est parce qu'elle demande des sacrifices qu'il est difficile à chaque camp en présence de consentir. Elle met en effet en jeu à un niveau beaucoup plus profond que les institutions, les attitudes foncières à l'égard d'autrui. Si la tolérance prise à ce niveau de profondeur est si coûteuse, c'est parce qu'elle heurte une autre attitude qui en vérité la précède et qu'elle vient corriger.
rectifier, réfréner, à savoir non pas la conviction en tant que telle, je veux dire l'adhésion ferme d'un individu ou d'une communauté à une manière de penser, de sentir et d'agir, mais à un principe mauvais que s'y mêle l'impulsion à imposer à autrui nos propres convictions. Cela est vrai. Cela est vrai qu'il y a quelque chose de potentiellement intolérant dans la conviction. Nous n'admettons pas facilement que ceux qui ne pensaient pas comme nous aient le même droit que nous à professer leurs convictions parce que, pensons-nous, ce serait donner un droit égal à la vérité et à l'erreur. Quelle est alors l'idée assez forte pour limiter la sorte de violence qui s'immisce au cœur de la conviction? Nous ne pouvons plus nous en tenir au principe de justice dont nous avons souligné le caractère formel étranger à la problématique même de la vérité et de l'erreur. Il faut trouver un motif positif à cette retenue, à cette abstention d'interdire ou d'exiger inscrite dans nos constitutions libérales. Ce motif est certainement le plus difficile à assumer. La présomption que l'adhésion d'autrui à ses croyances est elle-même libre. Seule cette liberté présumée place la croyance sous la catégorie de la personne et non de la chose, et du même coup la rend digne de respect. Le respect est ainsi au plus concret des rapports d'homme à homme, c'est que les principes de justice sont plus abstraits de structures institutionnelles. Maintenant, conclusion. Pour les philosophes spécialistes du Paul-Ricoeur, il faut à la fois faire place à la diversité de mémoire, même minoritaire, tout en s'assurant que la majorité se reconnaisse dans un récit commun. La laïcité n'est pas une identité et n'a pas la fonction d'exclure. Paul-Ricoeur défend une laïcité ouverte au dialogue avec les différents cultes, s'opposant ainsi à la résurgence d'un anticléricalisme. L'État n'a pas, selon Paul Ricoeur, n'a pas toujours raison sur le religion. Est-il possible de distinguer entre régime de laïcité et principe de laïcité dans la philosophie de Paul Ricoeur? Voilà, notre intervention est terminée, consacrée à l'histoire de l'idée, l'histoire du concept de la laïcité dans la philosophie, carrière philosophique de Paul Ricoeur entre religieux et politique. Merci bien de votre attention. Au revoir.